Si je vous disais qu'un seul champ de canola peut produire assez d'huile pour approvisionner toute une ville pendant plusieurs jours, vous le croiriez? Eh oui! À chaque récolte, des tonnes de minuscules graines subissent une transformation si précise qu'une erreur de quelques millimètres peut compromettre tout un lot. Mais comment quelque chose d'aussi petit peut-il devenir l'une des huiles les plus utilisées de la planète? L'histoire commence bien avant que la moindre machine n'entre en action. Tout naît d'une plante jaune éclatante, capable de recouvrir des hectares d'un tapis qui semble peint à la main. Ces fleurs cachent des centaines de petites siliques qui, une fois mûres, renferment les graines destinées à alimenter toute la chaîne de production. On a du mal à croire qu'une huile aussi limpide et claire puisse naître de grains sombres, rugueux et chargés de fibres. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Usines et Secrets. Aujourd'hui, vous allez découvrir le parcours invisible que suit le canola avant de devenir cette huile dorée présente dans les cuisines, les industries et même certaines applications techniques. Et préparez-vous, certaines étapes de ce processus sont si rapides qu'elles ressemblent à de véritables tours de magie industrielle. Mais il existe un détail historique que peu de gens connaissent et qui change complètement notre façon de regarder ce produit. Le canola, en réalité, n'est pas apparu naturellement. Il est le résultat de décennies d'amélioration génétique du colza, une plante traditionnelle, mais qui posait un sérieux problème. Son huile contenait des niveaux élevés d'acide érucique, impropres à la consommation humaine. Ce n'est que lorsque des chercheurs canadiens ont mis au point une variété à faible teneur en acide que le monde a pu découvrir le potentiel de cet ingrédient. À tel point que le nom canola est littéralement l'acronyme de Canadian Oil Low Acid. Autrement dit, l'huile que nous utilisons aujourd'hui est le fruit de l'ingénierie agricole et non de la nature à l'état pur. Vous le saviez? Savoir cela fait naître une question inévitable. Combien d'autres produits de notre quotidien sont nés ainsi, cachés pendant des décennies dans des laboratoires agricoles? Mais alors, avez-vous vu notre dernier épisode? Vous vous souvenez du procédé de l'huile de maïs que nous y avons montré? Eh bien, celui du canola cache un tournant qui le rend encore plus efficace. Alors que le maïs exige une étape de cuisson initiale plus longue, le canola surprend par sa capacité à libérer son huile sous des pressions bien plus faibles. Cela change tout dans la consommation d'énergie des usines. Et c'est pour cela que tant de personnes comparent ces deux chaînes de production. Mais avant d'entrer dans les cuves, les presses et les réacteurs, un détail décide du destin de toute la production, la qualité de la graine. Si elle arrive avec trop d'humidité, l'huile s'assombrit. Si elle est trop sèche, le rendement s'effondre. C'est à ce moment précis que l'industrie commence à révéler toute la finesse de son ingénierie. Et maintenant, dites-moi, saviez-vous que le canola avait autant de différences avec le maïs? Et même un passé secret lié au colza? Dites-le moi dans les commentaires. Profitez-en aussi pour vous abonner à la chaîne Usines et Secrets, car vous allez maintenant découvrir comment tout se passe réellement à l'intérieur des usines. Le véritable voyage industriel de l'huile de canola commence dans les champs. Et il est bien plus intense qu'il n'y paraît. Lorsque les siliques finissent par sécher et s'ouvrir, chaque hectare peut libérer jusqu'à 2 millions de minuscules graines, si petites que le moindre retard dans la récolte peut permettre au vent d'en emporter une partie. C'est pourquoi les moissonneuses utilisées dans ce processus sont extrêmement rapides, précises et équipées de systèmes qui rappellent d'immenses aspirateurs industriels aspirant les graines avant qu'elles ne se perdent. Dès leur entrée dans la machine, les graines affrontent un premier défi: séparer leur précieux contenu des impuretés naturelles. Petits morceaux de tige, restes de gousse et même fragments de terre sont filtrés dès le champ. Ce pré-nettoyage réduit le poids transporté et empêche les saletés inutiles d'arriver à l'usine, car tout ce qui entre dans le processus doit être traité et chaque gramme compte lorsqu'on parle d'une production à l'échelle continentale. Mais le rythme ne ralentit pas.
Juste après la récolte, les graines sont envoyées vers d'immenses silos de séchage. Car malgré toutes les précautions, elles arrivent encore avec des niveaux d'humidité capables de compromettre la qualité de l'huile. Trop humides, elles commencent à fermenter. Trop sèches, elles deviennent cassantes et perdent en rendement lors de l'extraction. C'est un équilibre délicat entre température, flux d'air et durée. Beaucoup l'ignorent, mais certains silos modernes disposent de capteurs qui analysent des centaines de milliers de données par heure, ajustant automatiquement le climat intérieur pour maintenir la graine stable. Après le séchage vient l'une des étapes les plus sous-estimées, et pourtant essentielle, le nettoyage industriel en profondeur. Ici, la graine traverse des tamis vibrants qui donnent l'impression que des tonnes de grains dansent sur des plateformes métalliques. Des aimants géants retirent dès que les fragments métalliques microscopiques. Des courants d'air classent les graines par poids et des trieuses optiques écartent les grains imparfaits qui pourraient compromettre la pureté finale. Ce tri est si efficace que, dans certaines installations, 0,5% de la matière première doit être écartée. Et il existe un détail étonnant que peu de gens imaginent. Pendant le nettoyage, une partie des graines est séparée non pas à cause d'un défaut, mais selon sa densité interne. Les graines les plus denses ont tendance à contenir davantage d'huile, elles sont donc dirigées vers des lignes spécifiques qui maximisent le rendement. C'est comme si l'usine possédait des yeux bioniques, capables de deviner quels grains donneront le meilleur résultat avant même qu'ils n'atteignent les presses. À la fin de ce processus, il reste un lot de graines presque parfait, sec, propre, homogène et prêt pour les machines qui vont réellement faire opérer la magie. Ce qui est assez fascinant, c'est qu'à ce stade, aucune goutte d'huile n'a encore été extraite. Mais 70% de la qualité du produit final est déjà déterminée. Tout ce qui se passe à partir de la presse ne fonctionne que parce que cette préparation initiale est menée avec une précision presque chirurgicale. Et maintenant que les graines sont prêtes, nous entrons dans le cœur du processus, la transformation mécanique et chimique qui va arracher l'huile de leur intérieur. C'est ici que les machines prennent le devant de la scène et que beaucoup découvrent avec surprise la force nécessaire pour écraser quelque chose d'aussi petit. On y va ? Lorsque les graines arrivent enfin dans le secteur du broyage, c'est comme si elles franchissaient la frontière vers un autre univers. Un univers où tout est guidé par la force brute, la chaleur et une précision millimétrée. C'est ici que commencent les étapes où l'huile de canola naît véritablement. Et tout débute par quelque chose d'apparemment simple, briser la graine. Les graines passent entre d'énormes rouleaux métalliques qui réalisent le premier écrasement, fendent l'enveloppe et exposent la partie interne. Cette étape, appelée laminage, transforme les grains en petites lamelles appelées flakes, qui ressemblent à des flocons compacts, sombres et légèrement huileux. La taille de ces flocons est si critique que de nombreuses usines règlent les rouleaux avec des tolérances inférieures à 0,2 mm. Un flocon trop épais retient l'huile, trop fin, il se brise et perturbe le flux des machines. Après cela, commence l'une des parties les plus impressionnantes, la cuisson industrielle. Les flocons passent dans d'immenses cylindres chauffés à la vapeur qui élèvent progressivement la température jusqu'à environ 80 à 100 degrés Celsius. Mais pourquoi chauffer ? Parce que la chaleur réorganise les protéines de la graine et rend l'huile plus mobile, prête à être pressée. C'est un peu comme laisser le beurre ramollir avant de l'étaler sur du pain. Sauf qu'ici, tout se joue à l'échelle de dizaines de tonnes par heure. Ensuite, nous arrivons à l'étape qui impressionne vraiment, le pressage mécanique. Imaginez une vis géante tournant à l'intérieur d'un cylindre métallique, poussant les graines contre une paroi perforée. À mesure que la matière avance, la pression atteint des niveaux vertigineux, suffisamment élevés pour faire littéralement suinter l'huile à travers les parois de la machine. Chaque presse peut générer des tonnes de force en continu, et le bruit qu'elle produit rappelle celui d'une pierre que l'on comprimerait. Mais voici une curiosité que beaucoup ignorent.
la presse ne retire pas toute l'huile. Même après cet écrasement brutal, il reste encore environ 15 à 20% de l'huile emprisonnée dans le tourteau de canola appelé cake. Et c'est là qu'intervient une technologie qui suscite toujours le débat, l'extraction par solvant. Le tourteau broyé est envoyé dans de longs réacteurs où il reçoit un bain d'hexane, un solvant léger qui dissout l'huile avec une très grande efficacité. Rassurez-vous, ce solvant ne se retrouve pas dans le produit final. Il est entièrement évaporé, capturé, réutilisé et surveillé par des capteurs capables de détecter des résidus en partites par milliards. La raison d'être de cette étape est simple. Sans elle, le marché ne disposerait pas d'assez d'huile pour répondre à la demande mondiale. Avec les seules presses mécaniques, la production mondiale chuterait presque de moitié. Après avoir été mélangé à l'huile, l'hexane est séparé par chauffage et vaporisation dans d'immenses colonnes. Un procédé si efficace qu'il permet de récupérer plus de 99,5% du solvant pour le réutiliser. Le résultat est un liquide sombre appelé huile brute, contenant des impuretés naturelles, des pigments, des phospholipides et des composés qui doivent être retirés avant d'arriver dans la bouteille. Nous achevons ainsi la phase d'extraction, un mélange de force, de chimie, d'ingénierie thermique et de millions de mesures par heure pour garantir que chaque goutte soit valorisée. Désormais, l'huile passe à l'étape la plus sensible de toutes, le raffinage en profondeur, où elle gagne sa couleur, son goût neutre et sa pureté. C'est là que l'industrie révèle vraiment sa maîtrise de la matière. Prêt à voir comment cette huile brute se transforme en un produit doré, translucide et stable pendant des mois? Alors, c'est parti! L'huile brute qui sort de l'extraction est encore loin du liquide doré et translucide que le consommateur connaît. Elle arrive au secteur du raffinage avec une couleur sombre, chargée de particules microscopiques, de phospholipides, de pigments naturels et de composés qui lui donnent un goût et un arôme très marqués. C'est ici que l'usine entre dans une phase presque chirurgicale où chaque étape retire une impureté précise jusqu'à ce que l'huile atteigne la pureté exigée par les normes internationales. La première étape est le dégommage, chargé d'éliminer les phospholipides, connu sous le nom de gomme. L'huile est mélangée à de l'eau chaude ou à de l'acide citrique, ce qui pousse ces molécules à s'agglomérer comme de petits nuages. Ensuite, des centrifugeuses à grande vitesse séparent le tout, rendant l'huile plus claire et plus stable. Cette élimination est essentielle car les gommes peuvent troubler l'huile ou même accélérer son oxydation. Ensuite, l'huile passe par la neutralisation, où des solutions alcalines retirent les acides gras libres qui provoquent des saveurs indésirables et réduisent la durée de conservation. Le mélange ressemble presque à une réaction de laboratoire à une échelle gigantesque. L'alcalin réagit avec les acides et forme des savons qui sont immédiatement séparés. Oui, vous avez bien entendu. Le raffinage crée littéralement des micro-traces de savon pour les retirer juste après. C'est de l'ingénierie chimique appliquée dans sa forme la plus concrète. Vient ensuite l'une des étapes les plus fascinantes, la décoloration. Pour cela, l'huile est mélangée à des terres décolorantes activées, capables de capturer des pigments naturels comme les chlorophylles et les caroténoïdes. Imaginez des millions de microparticules d'argile agissant comme de minuscules aimants moléculaires, nettoyant l'huile de l'intérieur. Après la filtration, le liquide commence déjà à prendre l'éclat jaune pâle que nous connaissons. Mais rien ne se compare à l'étape finale, la désodorisation. Ici, l'huile est chauffée entre 180 et 240 degrés Celsius sous vide poussé, tandis que de la vapeur est injectée pour éliminer les composés volatiles responsables des arômes et des goûts prononcés. Ce processus est si sensible que de petites variations de température peuvent modifier complètement le résultat. Les grandes usines utilisent même des systèmes automatiques qui surveillent chaque seconde de cette opération afin de garantir une huile au goût presque neutre, exactement comme le consommateur l'attend.
Et si vous pensez que c'est terminé, sachez que le processus passe encore par toute une série de tests. L'huile est analysée dans des laboratoires internes qui contrôlent de la couleur, l'indice d'acidité, la stabilité oxydative, la présence de contaminants et même la courbe d'absorption de la lumière à des longueurs d'onde précises. Ces tests sont si fins qu'ils peuvent détecter des impuretés représentant moins qu'un grain de sable dans tout un camion d'huile. À titre de curiosité, peu de gens le savent. L'huile de canola raffinée peut rester stable pendant des mois, voire plus d'1 an, grâce à l'élimination presque totale des composés qui accélèrent sa dégradation. La combinaison du raffinage chimique et thermique transforme une matière brute, sombre et aromatique en une huile propre, douce et incroyablement polyvalente. Et maintenant que l'huile est prête, il reste une dernière étape. La mettre en bouteille. Un processus qui mobilise des robots, des capteurs optiques et des lignes si rapides qu'elles peuvent remplir des centaines de flacons par minute. C'est exactement ce que vous allez voir maintenant. Une fois l'huile enfin raffinée, pure et stable, vient le moment où l'usine transforme des tonnes de liquide en un produit familier pour n'importe quel consommateur. La bouteille d'huile de canola. Et cette étape, aussi simple qu'elle puisse paraître, est l'une des plus automatisées de toute la chaîne. Le processus commence dans les cuves tampons, d'immenses réservoirs qui fonctionnent comme de véritables châteaux d'eau industriels, garantissant un flux continu vers la ligne de conditionnement. À partir de là, l'huile circule dans des tuyauteries en acier inoxydable constamment assainies, où des capteurs contrôlent la température, le débit et la pression. L'objectif est de maintenir l'huile stable et d'éviter toute contamination. Dans certaines usines, ces capteurs réalisent jusqu'à 10 000 lectures par minute, ajustant automatiquement le système. Lorsque l'huile arrive aux remplisseuses, le spectacle commence. Des machines de précision alignent des centaines de bouteilles par minute, les plaçant sous des buses doseuses qui remplissent chaque flacon avec une exactitude impressionnante. L'écart maximal autorisé entre une bouteille et une autre est souvent inférieur à 1 ml et la moindre anomalie pousse le système à interrompre la ligne en quelques millisecondes. Après le remplissage, les boucheuses et les étiqueteuses entrent en scène. Les bouchons sont serrés avec un couple exact, ni trop lâche au point de fuir, ni trop serré au point de déformer le pas de vis de la bouteille. Quant aux étiquettes, appliquées par rouleau ou par jet d'air, elles doivent être parfaitement alignées pour éviter les défauts visuels. Un seul lot mal étiqueté peut perdre de la valeur sur le marché, c'est pourquoi des caméras à grande vitesse vérifient chaque détail avant l'emballage final. Une fois tout prêt, les bouteilles partent vers l'emballage. Des robots palettiseurs empilent des cartons entiers sur des plateformes avec une précision géométrique, préparant le tout pour le transport. Chaque palette peut contenir des centaines de litres d'huile et est enveloppée d'un film plastique pour garantir sa stabilité. Ce n'est qu'à ce moment-là que le produit est prêt à embarquer dans des camions, des navires ou des trains qui l'achemineront vers les supermarchés, les usines agroalimentaires, les cuisines professionnelles et même les entreprises qui utilisent l'huile végétale dans des procédés chimiques. Et voici une curiosité majeure. L'huile de canola fait partie des produits les plus distribués au monde. Elle est si polyvalente qu'elle intervient dans d'innombrables chaînes industrielles, de la production de mayonnaise et de margarine jusqu'à la fabrication de biocarburants. Dans certaines régions, la demande progresse si vite que des industries entières ajustent leurs lignes de production simplement pour suivre le marché. Il est fascinant de penser que tout cela commence par une minuscule graine cachée au cœur d'une fleur jaune. Le voyage du canola mêle agriculture de précision, ingénierie mécanique, procédés chimiques contrôlés
et logistique mondiale. C'est l'un de ces produits qui, malgré sa simplicité en rayon, porte en lui l'une des chaînes industrielles les plus complexes du monde moderne. Et maintenant, dites-moi, quelle partie de ce processus vous a le plus surpris? Laissez votre commentaire et profitez-en pour nous dire votre ville ou votre région. Au fond, c'est exactement ce qui nous montre jusqu'où le savoir-faire industriel peut aller. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez dès maintenant sur le bouton et soutenez la chaîne Usines et Secrets. Beaucoup d'autres coulisses industrielles vous attendent. Et si vous pensez avoir déjà tout vu, alors vous n'imaginez pas l'usine que nous avons montrée dans notre dernier épisode. Elle apparaît déjà sur votre écran. Cliquez et venez avec moi découvrir un autre secret caché ici sur Usines et Secrets. Je vous embrasse et je vous y attends.